Ah, Nasri, il fait Ah, celui-là, c'est oh là 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 là. Mais oh, attends, il a disparu de l'image. Il a disparu de l'image. Il n'est plus dans l'image. Abedi Pelé. On pourrait dire tellement de choses sur Abedi Pelé, mais c'est un génie. C'est ce génie qui nous vient de nulle part. Tu le vois arriver petit, mais une explosivité, une vivacité, un crochet court. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il courait, il allait tomber. Mais ouais, il tombait incroyable. Jamais, il tombait jamais. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Et là, les amis, on arrive dans le top 3, c'est-à-dire top 3 de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Là, on parle des 3 plus grandes humiliations, des dribbles, avec un contexte incroyable, avec des joueurs probablement qui ont marqué l'histoire de l'OM, peut-être dans le top 3 des plus grands joueurs de l'histoire de l'OM. Naïm, je t'ai laissé cette opportunité-là et je sais que dans les commentaires, vous allez nous dire si pour vous aussi c'est le top 3. Mais attention, écoutez l'amoureux Naïm qui nous raconte pourquoi cette 3e position. Vas-y mon ami. Ouais, c'est clairement, je pense, celui qui va poser le plus de problèmes et qui va porter le plus à débat. Et pourtant, il y a un contexte qui est très, très favorable. Je vais l'expliquer. On est dans la saison 2006-2007 et c'est un match au Parc des Princes. On a un joueur dans nos rangs qui s'appelle Franck Ribéry et qui, ce jour-là, va leur faire très, 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 très mal, en particulier sur cette action-là. Aïe! C'est vrai que la fin de frappe, il faut expliquer le contexte parce qu'il enlève l'âme de Mendy, il absorbe son âme et il a absorbé l'âme de quasiment toute la défense parisienne pendant 90 minutes, de la même manière que Ronaldinho avait absorbé toute l'âme marseillaise au Vélodrome quelques années auparavant. Et on avait une frustration, je pense que c'était le sommet de la frustration pour nous supporters de l'OM de s'être fait humilier autant par un joueur parisien au Vélodrome. Et Ribéry, je pense que c'est probablement, Greg, je ne sais pas si tu as ce même ressenti, mais il rentre dans la catégorie des joueurs historiques de l'OM, en qualité pure joueur. Et de toute façon, il fait partie des rares joueurs qui auraient pu être Ballon d'Or. Le talent de Ribéry, il est indéniable. C'était une fusée, un ovni même, pour citer un célèbre rappeur marseillais. Mais il a fait des choses qu'on n'avait jamais vues, en fait. Il a fait des choses qu'on n'avait jamais vues. Il ressemble à rien. Hein. Petit, maigre. Non, mais c'est vrai. Hargneux, Balafré. Voilà. C'est Marseille. C'est Marseille. Voilà. Tu peux le retrouver à... de Ravanelli, lui aussi, il collait parfaitement au club, à la ville, aux supporters. Donc voilà. Et puis il avait il osait tout, en fait. Il osait tout, il tentait tout et ça passait. Donc c'était un génie. C'était un génie. Il faudra du temps pour qu'on retrouve des joueurs comme ça, quoi. En fait, vraiment, pour moi, c'est le. Il reste entaché. C'est son faux transfert à Lyon qui laissera une tâche un peu dans l'histoire qu'il a avec l'OM. Moi, je ne le mets pas parmi les joueurs historiques de l'OM par rapport à ça. C'était un très, très, très bon joueur. Mais pour moi, il n'est pas historique. S'il était parti sur ça, j'aurais pu comprendre, mais vu qu'il est resté, bon, ça a été un peu atténué quand même. Si Pape Diouf, il n'avait pas une grosse paire de. Voilà, il partait. Donc, il est resté contre forcé. Il a eu la bonne idée de jouer derrière. Donc, voilà, mais. C'est pour ça que je ne le classe pas dans les historiques, mais une qualité complètement au-dessus de la moyenne. Il était complètement au-dessus du lot. Et Naïm, pourquoi au pied du podium cette action-là? Parce que, en fait, il faut vraiment remettre dans le contexte. Et ça, je pense que c'est quelque chose que peut-être les plus jeunes auront du mal à comprendre. Mais pendant longtemps, Paris avait un complexe avec nous, sous l'époque de Tapi. Je pense qu'on a dû enchaîner une quinzaine de matchs sans perdre. Enfin, on a fait vraiment ou alors avec très peu de défaites. On a perdu très peu de matchs dans cette période-là, même quand ils nous ont rebattus après une longue série, on avait enchaîné 4-5 matchs sans défaite. Donc on a toujours eu ça, c'est-à-dire que même après la D2, l'année où on remonte de Ligue 2, où on finit pourtant au milieu du classement et où ils étaient censés jouer le titre, on fait match nul chez eux et on les bat au Vélodrome. Donc on les a toujours battus dans cette période-là, et très souvent en tout cas. Et il y a eu cette fameuse, ce qu'ils ont appelé le Grand 8. C'était une série de 8 défaites consécutives contre Paris. Et pour nous, à l'époque, on était vraiment au cœur, vraiment, je pense,
de la plus grosse haine entre supporters marseillais et parisiens, à mon avis, c'est cette période-là. Plus encore que dans les années 90. Il y avait vraiment, je me souviens que les matchs au stade, c'était très tendu. Tu te recevais de tout. Et vraiment, cette série de matchs-là, elle nous avait fait mal, mais tellement mal. Et elle s'est arrêtée l'année d'avant avec le but de Sana au Vélodrome. Donc, on stoppe la série, mais on a eu, au cœur de cette série, comme tu l'as dit, on a eu Ronaldinho. Moi, j'étais au stade. Et comme on a souffert, on a perdu 3-0 au Vélodrome avec un joueur qui nous a baladé du début à la fin. Et donc là, d'avoir gagné au parc avec la manière et avec un joueur qui a fait ce qu'il aura fait ce jour-là, parce que c'est pas que cette action-là, hein, on se souvient tous de l'action où il a 30 mètres de retard sur Sami Traoré et il récupère le ballon et il obtient le penalty. Donc voilà, ça venait atténuer toute la souffrance qu'on avait eue sur cette série de 8 matchs et l'humiliation du match de Ronaldinho. Et c'est pour ça que, d'un point de vue personnel, ce dribble est vraiment très très haut dans mon estime. Et je comprendrai totalement que ce soit pas le cas dans les commentaires. Et c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais vraiment, il faut comprendre la souffrance que ça a été ces 8 matchs. Ouais, bah, écoute, tu parles de Ronaldinho, il m'a fait casser mon téléphone à l'époque, ce connard. Le nerf de ce match-là, ça captait mal à l'époque au stade Vélodrome. C'était un Nokia qui avait le serpent. C'était pas le 3310, c'est le 3310, c'est notre plus petit, tu vois. J'essayais d'appeler, parce que j'avais mon père, mais il était dans l'autre virage. J'appelais mon père pour me casser du stade, en fait. Ça marchait pas. Des nerfs, j'ai mordu le téléphone, j'avais cassé le téléphone. pour te dire dans quel état il nous avait mis Ronaldinho, tu vois. C'était dur. Très, très dur. Et on a été un peu vengés ce soir-là. On a été un peu vengés ce soir-là. Bon, maintenant, tu vas me dire qui arrive, qui est la médaille d'argent. Parce que là, dans la médaille d'argent, il faut que tu le contexte. Ouais, ça va beaucoup moins porter à débat, je pense, sur cette action-là. C'est la saison 2003-2004. C'est une saison qui, en général, sonne à l'oreille des gens parce que c'est l'unique saison d'un certain Didier Drogba à l'Olympique de Marseille avec en point d'orgue cette action, ce dribble, particulièrement contre Newcastle. C'est crack. Attends, c'est pas qu'il lui a enlevé tout ce qu'il avait de plus cher au monde aux défenseurs. C'est-à-dire qu'il lui a enlevé ses reins, il lui a enlevé son corps, ses jambes. C'est qui? C'était Mark Hughes, non? Le défenseur qui se fait. Non, il s'appelait Hughes, mais c'était pas Mark Hughes. Mark Hughes, il joue plutôt dans les années 90. Mais oui, c'était. Il me semble que c'était lui. Et là, en termes de contexte, tu parlais tout à l'heure de grosse ambiance au stade. Je crois qu'il y en a beaucoup qui diront que peut-être la plus grosse de toutes, c'était celle-là. C'était le match de Newcastle. En tout cas, moi, je l'ai très souvent entendu de la part de supporters. Après, bon, c'est toujours dur de comparer, mais ça revient souvent. Stade ouvert à l'époque. Stade ouvert. Attends. Je vais te donner la plus belle anecdote. Et je pense que j'ai la plus belle anecdote de ce match. Ce match est extraordinaire. Pour moi, je l'ai vécu d'une certaine manière. On était étudiants, on était à la fac, et j'étais stadier à l'Olympique de Marseille. Et mon unique but en étant stadier, c'était de rentrer dans le stade. Je sais, c'est pas bien. Désolé pour l'Olympique de Marseille, j'en suis navré, mais j'étais jeune et je ne pouvais pas passer un match sans regarder le terrain. Donc, il y avait 300 stadiers. Greg, tu connais le stade Vélodrome. J'étais dans les cordons au virage nord. Et match de Coupe d'Europe, j'ai fait tous les matchs de Coupe d'Europe pendant que stadier. Et comme on était beaucoup, à l'époque, je me suis dit, bon, personne ne me connaît. Une demi-heure avant le match, il y avait tous les collègues qui étaient dans les tribunes. Je disais aux gars, il faut que j'aille aux toilettes, je me sens pas bien. Je me sentais pas bien, machin. J'avais la grosse parka noire de l'OM. Je te souviens de cette longue parka. Et donc, j'avais un gilet, je mets la parka par-dessus et je rejoins tous les collègues pendant le match. Et c'est sur ce match, on est tous dans les virages et j'ai eu l'impression que la terre tremblait. Et j'ai senti le stade trembler, la terre tremblait. Et j'ai encore ce souvenir quand Drogba a fait le geste, on se dit mais attends, mais en fait nous du stade, tu te dis mais il a fait quoi là? Non mais même aussi, il a fait quoi? Il n'a pas fait ça quand même. Il a pas, parce qu'il la prend loin. Si on regarde l'image, derrière la jambe, c'est pas juste il fait un dribble derrière la jambe, c'est qu'il va la chercher. Attends, je vais vous la remettre les gars. C'est qu'il va la chercher vraiment derrière sa jambe, il va la chercher vraiment très très. C'est crac, elle part loin la balle, tu vois. Elle est dure de la pousser aussi loin. Et après, il a le coup de rein extraordinaire où là, tu vois, accélération, crack, il remet son pied. Il peut y avoir penalty derrière. Hein. Il peut y avoir penalty s'il le touche. Hein. Et l'anecdote finale,
c'est qu'on finit le match. Bon, moi, je suis avec tous les collègues. Le match fini. J'attends que tout le monde parte. Je vais dans les toilettes. Je remets mon dossard par-dessus pour aller encaisser mon petit chèque de 42 €. Ça, je le précise aussi. Je sais, j'étais jeune, les gars, mais j'étais étudiant. Il fallait de l'oseille. Et ce soir-là, c'était un jeudi soir. Et tous les étudiants de la fac de sport où on était tous à Lumini, il y avait les soirées au Millennium. Et qui on voit arriver au Millennium à 1h du matin? Un certain Didier Drogba. Au stade, veste en cuir blanche. Et tu le vois arriver. Franchement, un colosse. Je ne le voyais pas aussi athlétique. Et franchement, on était tous en disant oh, c'est trop ce que tu viens de faire. Tu nous as fait rêver. Tu sentais qu'il était un peu mal à l'aise parce que tout le monde voulait lui sauter dessus. C'est comme s'il rentre dans la boîte, c'est comme s'il avait marqué le but. On avait envie de lui sauter dessus, tu vois. Et cette anecdote, elle est pour moi incroyable. Donc, je me souviens encore de Drogba. Et ce Drogba-là, il est top 3 des attaquants les plus. Même, le match, le contexte du match. On fait 0-0 à l'aller. Même quand tu marques ce but-là, tu as la pression qu'ils égalisent. Parce que s'ils égalisent le but à l'extérieur, c'est bon. Donc, tu as cette pression tout le match, chaque attaque. Et quand il y a le deuxième but sur cette combinaison, parce que la combinaison, elle est belle aussi. Ah bah écoute, attends. Surtout avec cette image où tu les vois avec Bey et Meïté en train de se parler juste avant. Moi, je suis au stade avec les collègues. Je dis, j'ai un collègue en face de moi. Je dis, qu'est-ce qu'il fait Drogba, il parle à Bey. Moi, je me dis, c'était un truc pour Bey. Donc, je suis au virage nord. Je suis en face en plus au virage nord. Tu vois je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et à l'action, la tête de Abdoulaye Meïté, les gars, c'est un symbole en plus que Meïté, joueur très moyen, mais avec du cœur, et avec les pieds à 10h10. Il avait les pieds carrés, mon ami Abdoulaye Meïté, mais il te sort ce but incroyable. Alors, le but, c'était le Meïté, c'était contre Liverpool. Ah, c'est Liverpool, putain, pourquoi je me. Alors, c'était pas. Il a bien doublé, Drogba. Ah, pardon, les gars, putain, j'ai souvenir aussi, moi, de Liverpool, de Meïté. Ah oui, parce que le corner, c'était sur corner aussi, Meïté. Ah oui, c'est sur corner, voilà. Mais c'était incroyable, le corner contre Liverpool, parce que l'ambiance aussi au stade, j'ai fait la même. Hein. J'étais pareil, Cordon, je ne le refais pas, hein, mais j'ai fait la même contre Liverpool. Hein. En parlant de joueurs qui ont un impact seul sur une équipe, je crois qu'on n'aura jamais vu pire que ça. Vraiment, que Drogba cette année-là, il a emmené une équipe qui était plus que moyenne en finale de Europa League. Et là, pour le coup, il y a des années où on arrive en finale avec un parcours un peu favorable. Là, pour le coup, on a sorti Liverpool, on a sorti l'Inter, on sort le Newcastle, le gros Newcastle de Shearer et de Robert, qui est un très bon joueur, Robert. Et donc vraiment, on a un parcours de fou. Et c'est lui seul. Quand tu revois l'équipe, tu avais une défense de Dos Santos, Bey, Meïté, Ferreira et Mdani. Ça, c'est notre défense qui nous a emmenés en finale de Coupe d'Europe avec Flamini Ndiaye au milieu, avec des Kamel Meriem, des joueurs comme Barthez ou Steve Marley. Tu as Barthez qui. Parce qu'on commence l'année en Ligue des Champions. On commence l'année en Ligue des Champions avec Rougneux, qui ne fait pas l'affaire. C'est Gavanon qui fait le dernier match au Partizan Belgrade, il me semble, pour jouer la 3e place, pour être reversé en Coupe d'Europe, en Coupe de l'UEFA. Et le grand Fabulous Fab, il arrive en janvier et il est pour beaucoup aussi dans la campagne. Il y a quand même. Il nous a fait du bien, surtout au retour contre l'Inter. Et Greg, tu sais quoi C'est que je suis avant le match de championnat avant Belgrade. Pareil, je travaille au stade et j'ai cette chanson qui est restée dans ma tête jusqu'à maintenant. Donc, ça remonte à plus de 20 ans. Et les supporters, ils chantaient « On ira à Belgrade, on ira. Même si vous ne méritez pas, nous, on ira. » Tu vois, ils chantaient déjà ça tellement l'équipe, elle était éclatée en championnat. On doit finir 6 ou 7e cette année en plus, le championnat. Anigo l'a envoyé en cul, le championnat. Il faisait des équipes complètement improbables pour jouer la Coupe d'Europe. Sauf que le seul moment où il aurait dû le faire, il l'a pas fait. C'est-à-dire que le match de Monaco, juste avant la finale, il fait rentrer Drogba, on ne sait pas pourquoi, alors que ça n'a aucun sens. Rodriguez le blesse volontairement. D'ailleurs, c'est pour ça que Julien Rodriguez, moi-même, quand il a signé à l'OM, j'aurais toujours gardé une dent contre lui. Et on perd la finale de Valence contre Monaco. C'est même pas à Valence qu'on la perd. Parce que tu allais là-bas sans Drogba encore, en fait. Il a joué, mais il était sur une demi-jambe. Et donc bon, tu vois, c'est dommage qu'Anigo il soit pas allé au bout de sa théorie et qu'il n'ait pas laissé le match à Monaco non plus, quoi.
Et maintenant, Naïm, attends, tu vas pas me dire qui c'est le numéro 1 parce que je sais que avant d'envoyer le numéro 1, les gars, il faut savoir qu'on a hésité de fou, mais on vous a mis quand même un bonus avec des actions incroyables. Naïm, là, on a, des actions incroyables. Là, ça va être une minute ou deux de régal pour les yeux. Et voilà, là, c'est des actions qui avaient le plus souvent pas le contexte favorable. Ou aussi, c'est ce qu'on n'a peut-être pas dit au début, c'est qu'on s'est limité à une action par joueur dans le top 10. Donc voilà, donc là, ça a permis d'en rajouter. Je pense qu'on va se faire plaisir et qu'il y a de belles choses et que ça commence très très fort avec un certain Florian Thauvin. Celui-là, ce crac, petit pot. Oh non, celui-là était incroyable. La fin de frappe. Celle-là aussi, c'est Sochaux quand même. C'est juste avant la finale de Coupe de France en plus. Hein. Oh, ça celle-là, elle a failli rentrer dans le top 10 parce que c'était exactement. Il y a le hasard du calendrier, c'est qu'on joue Sochaux juste avant la finale. On leur met 4-1 ou 4-2 au Vélodrome. Enfin, on leur roule dessus qu'avec des buts plus beaux les uns que les autres. Et on était tellement confiants avant cette finale. On va la gagner, la finale à Sochaux quand même. On va quand même pas perdre ça. Une des plus grosses désillusions, je pense, de nos supporters, cette finale. Et Nasri, on l'a pas mis. Toujours Nasri. Nasri fait celui-là, c'est oh là 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 là. Mais attends, il a disparu de l'image. Il a disparu de l'image. Il n'est plus dans l'image. Abedi Pelé. On pourrait dire tellement de choses sur Abedi Pelé, mais c'est un génie. C'est ce génie qui nous vient de nulle part. Tu le vois arriver petit, mais une explosivité, une vivacité, un crochet court. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il courait, il allait tomber. Mais incroyable. Il tombait jamais. Des Speedy Gonzales. Mais ce crochet, il est. C'est même pas un crochet, c'est. Pardon. Non, mais tu sais quoi, je suis obligé de le remettre. Désolé, les gars. Un sombrero louché. Je suis obligé de le remettre. Le mec, il arrive fort en plus, le mec. Excusez-moi, les gars, je suis désolé. Pour ceux qui nous regardent, les gars, je suis désolé. Bon, celui-là aussi, il me fait du bien, celui-là de Samir Nasri. Mais ça, c'est. Attends, c'est ce moment-là. Regarde où il est. Regarde. L'autre, il arrive en. Genre en cigaille en plus. Il n'arrive pas pour rien en plus. Il n'arrive pas pour rien quand même. Le grand Clinton NG, ça a failli être un dribble de folie, mais ça n'a pas été. Et celle-là. Un autre grand joueur. Ça a été belle quand même. C'est la Mitroglou. C'est. Dragan Stojkovic, un de mes joueurs préférés de l'Olympique de Marseille. S'il n'avait pas été blessé, les gars, on aurait une ou deux Ligues des Champions en plus, je pense. Regardez, ça c'est encore lui. Qu'est-ce qu'il a pu faire danser des joueurs? Oh là là, j'aime trop que ça. Celle-là, Greg, tu parlais de Ribéry. Contre Rennes, ce match contre Rennes au Vélodrome, celui-là aussi, ça a vibré. Un ami, Atem Ben Arfa, tiens, Payet aussi, celle-là, c'est crac. Crac. C'est la Greg. Et là, ça pète. C'est pas beau, vous oubliez les gardiens, les gars, c'est pas beau. Greg, c'est qui dans la cage? C'est qui dans la cage en plus qui se prend ça? Je sais plus comment ça s'appelait ce goal de Strasbourg. C'est pas Oukidja, non, c'est pas Oukidja. Je me souviens d'anecdotes, Billet, quand même, sur cette action. Oui, c'est Oukidja, tu as raison. Et oui, c'est Oukidja, frère. Qui est l'un des gardiens les plus fous, en plus, Oukidja. Il dégoupille facilement. Ouais, mais là, il faut expliquer au plus jeune de Billet. Là, le genou, il a dégoupillé seul. Faut que tu leur expliques au plus jeune, Billet, ce qui s'est passé sur cette action. Vas-y, je te laisse lancer. Tout simplement, et là, sur la fin de l'action, on va le voir si vous faites un focus sur la tête du gardien, et il s'est fait des ligaments croisés, je crois. Je crois qu'il a été absent 6 mois sur cette feinte. Naïm, on a l'expression de casser les reins, mais il lui a fait les ligaments croisés. Est-ce qu'on se rend compte sur une feinte de frappe crack, une feinte, le gardien, Greg, pour un gardien, je pense que ça va restera de toute sa vie, tu t'es fait humilier sur une feinte et tu te fais les croisés. C'est pour ça qu'il a changé de look, pour qu'on le reconnaisse. C'est vrai. Il a changé de look direct, le mec. Oh, le mec, déjà, tu prends un crochet, c'est chaud. Croisé, fort. Valbuena aussi, on a mis, parce que Valbuena aussi, crac, petit pomme. Il était bon, Valbuena aussi. Il avait fait un gros match contre le Zénith. Ouais. Et là, les gars, pour ceux qui ne savent pas qui est Chris Waddle, on a fini par lui. Cette action aussi, elle est extraordinaire. Celle-là de Chris Waddle, les gars, c'est trop. C'est crac. Oh, qu'est-ce que j'aime. Mais je crois que celle-là, c'est Zidane, celle-là. C'est Zidane, crac. Celui-là. Vous ne tournez pas. Et celle qui aurait dû être la plus belle de toutes.
cassage de rein, crac, et il tombe après dans la surface. Ah, on a quand même vécu des. Hop, avant qu'on arrive, Naïm, quand même, parce qu'il faut. Vas-y, je te laisse appuyer, ou sinon on va tuer le teasing là. Donc, les gars, on vous a mis quand même ce petit bonus régalade. Ne faites pas les mythos dans les commentaires. C'est qui pour vous le numéro 1? Attends, je vais commencer. Greg, numéro 1 pour toi. Toi, c'est Waddle. Hein. Tu m'aurais mis Waddle au numéro, ou tu aurais mis Olmeta, toi, frérot. Hein. Te connaissant, tu es capable de me mettre Olmeta en numéro 1. Oh, les gars, dans les mentions honorables, parce que je ne pense pas que vous ayez fait la surprise de le mettre numéro 1 quand même. Mais dans les mentions honorables, il faudrait revenir dans le passé sur le premier match de Barthez au stade contre Monaco, qui fait ce petit dribble à Klinsmann, tu vois. Ah, on n'a pas mis, c'est vrai. Eh ouais, le premier match en plus. Mais d'où la folie. Le premier match de Barthez avec l'OM au stade contre Monaco, c'était le Monaco qui nous collait au cul quand même. Avec Klinsmann. Non. Quel joueur Klinsmann c'était? Quel joueur extraordinaire. Numéro 1. C'est probablement. Du récent, Naïm, ça doit être du récent. Non, pas du tout. Et c'est probablement peut-être la logique veut que le numéro 1 soit dans la plus grande période de l'histoire de l'OM. Ah, mais alors, c'est pas individuel, les gars. Non, on aurait pu le mettre. On ne l'a pas mis, l'action collective. On y a pensé. C'est à laquelle tu penses, on y a pensé. C'est pas le but contre Paris. Mais bon, il n'y a pas eu de dribble à proprement parler. On parlera plus tard des actions. On va pas faire plus de suspense. Allez, vas-y. Parle juste du match. On est en 1990. Ah oui, c'est bon. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Dans ce qui est peut-être, avec le match aller contre Milan, le plus gros match en termes de contenu de l'histoire de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. OM Benfica, Stade Vélodrome, Enzo Francescoli. Et il y a cette prise de balle extraordinaire dans la densité, dans la maîtrise technique. C'est pour faire ça, pour rabattre un ballon au sol, déjà c'est compliqué. Pour rabattre un ballon au sol avec 2 joueurs sur le dos, c'est encore plus compliqué. Et pour rabattre un ballon avec 2 joueurs sur le dos dans ce petit périmètre et que le ballon reste proche de soi, c'est un dribble que je n'ai jamais revu. C'est surtout ça, c'est que si tu regardes l'action, il se retourne à une vitesse incroyable et surtout le défenseur regarde, il ne sait même plus où est le ballon. Il se dit oh punaise, il est passé où? Et tu as les 2 autres autour qui jouent la passe en retrait en fait. Exactement. Dommage. Enzo Francescoli, c'est de toute façon les gars, je ne sais pas s'il y a déjà eu plus fort à l'OM et plus fort, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football mondial. Pour les plus jeunes, faites parler vos anciens, les gars. Faites parler vos anciens et vous comprendrez. Et il est resté qu'un an. Je ne sais pas pourquoi il est resté qu'un an. Mais déjà, tout le monde a connu cette anecdote, c'est que Zizou, il a appelé son fils Enzo par rapport à lui. Et nous, on était trop petits. Hein. Moi, j'avais 6 ans. Mais tu écoutes les anciens, c'était un joueur extraordinaire. Et tu regardes si ce qui est fou, c'est qu'il part donc et on prend Stojkovic pour le remplacer. Et de l'avis d'énormément d'anciens joueurs de cette époque-là, Stojkovic est encore plus fort. Et si Stojkovic s'était pas blessé, je reste persuadé qu'il aurait marqué à vie l'histoire du club, même s'il l'a déjà marqué. Vraiment, les gens à qui vous parlez de cette époque-là, même les joueurs de l'intérieur, ils vous disent tous que le plus talentueux, c'était lui. Moi, de ce que j'ai pu voir et revoir en vidéo, vraiment, je trouve que Waddle est au-dessus des deux. Vraiment, c'est même ce match-là, il rentre dans la légende pour Francescoli. Tout le monde vous dit Francescoli, le match qu'il a fait sur là. Et quand j'ai revu le match, même là, je trouve que Waddle il est tout aussi fort. Enfin, on a eu des joueurs de classe extraordinaire. Je crois que cette vidéo, c'était vraiment pour faire découvrir à tout le monde le patrimoine de notre club, parce que pour comprendre le présent, je pense qu'il faut aussi bien connaître son histoire. Et si ça peut aider aussi à nous améliorer, parce que dans cette liste, on a vu des joueurs comme Waddle, comme Amadou Niang, qui ont été très, très critiqués quand ils sont arrivés. Qui vraiment auraient, je pense, à notre époque actuelle, avec les réseaux sociaux et compagnie, ils se seraient peut-être jamais relevés mentalement et ils auraient peut-être jamais fait ce qu'ils ont fait par la suite. Donc voilà, ça doit aussi nous aider à être patients, mais vraiment, on a une histoire qui est très, très riche. On a des joueurs extraordinaires qui y sont passés et c'est ce qu'on voulait mettre en avant ce soir. Ah ben là, on a passé Greg, Naïm, on le dit en préambule, il me dit ouais, 30 minutes, ça devrait le faire. Ouais, c'est ça, ouais.
C'est ça. Crois-le, crois-le. On raconte l'histoire de l'OM, on pourrait parler des heures, Greg. J'ai senti que tu as failli verser la petite larmichette sur ces souvenirs. Il te dit quoi ce top 10? Il te plaît ce top 10? Déjà, la vidéo, l'idée est top. Franchement, top. Et le top 10, voilà. Les mecs de ma génération, donc j'ai 41 ans maintenant, on a vécu le grand OM avec des yeux d'enfant. Et pour moi, en fait, c'est encore ces actions-là qui me mettent des étoiles plein les yeux. Bien sûr, il y a des gestes de classe mondiale sur les Nasri, sur les Ribéry, tout ce qu'on veut, mais moi, je suis encore nostalgique des actions là, voilà, de ces années 90, dans des contextes où le football était vraiment différent, qui ne laissait pas trop la place aux artistes, parce qu'on a vu un peu les tacles qu'il y avait là. Voilà. Et voilà, c'est comme le disait Naïm, pour comprendre l'histoire d'aujourd'hui de l'OM, il faut se replonger dans le passé. Donc, pas vivre dans le passé, mais faire des petits flashbacks. Moi, à l'OM, j'ai côtoyé quelqu'un pendant 2 ans, 2 saisons, là, qui était le team manager de l'équipe féminine, ancien team manager des pros, qui avait soumis au club pour chaque recrue, professionnel ou du plus jeune joueur, capable de comprendre, d'offrir le livre de l'histoire de l'OM et de montrer une vidéo qui retrace l'histoire de l'OM. Qui ne durait pas 2 heures, mais je trouvais que c'était une top idée. Bon, elle n'a pas été faite, mais voilà. Il faut comprendre qui on a eu, qui on était, et il faut garder ça en tête. Et là, ce qu'on a fait ce soir, les gars, franchement, c'est. Greg, tu sais, Greg, on le soumettra à l'OM en leur disant, si vous avez un nouveau joueur qui arrive, s'il veut mettre des paillettes plein les yeux aux joueurs qui comprennent où il a mis les pieds. On a nos amis de Football Club Marseille aussi qui a réalisé un reportage sur les minots. En fait, notre histoire, elle est tellement dingue, elle est tellement folle, l'histoire de l'OM, elle est tellement liée à la ville. On est tellement. C'est pour ça que souvent, il y a des combats un peu sur les réseaux sociaux sur mais tu n'es pas de Marseille, tu ne peux pas comprendre. Mais le contexte de la ville marseillaise avec l'histoire qu'il y a autour fait qu'on vient de passer plus d'1 heure ensemble. Et en fait, on pourrait en faire 100 de vidéos comme ça pour vous conter l'histoire, en invitant même des plus anciens à nous raconter comment eux l'ont vécu. Peut-être qu'on s'amusera à le faire pendant les trêves internationales parce que c'était le but de cette vidéo. On est en manque de l'OM et comme il dit Naïm, les jeunes, ils ont besoin de consommer tout de suite quelque chose qui disparaît derrière dans la seconde. Pour moi, il fallait donner avec la Minute OM et on remercie bien évidemment toutes les personnes qui nous suivent et elle est pour vous les gars, cette vidéo un peu pour nous aussi parce qu'on a kiffé, mais elle est pour vous et c'est un véritable plaisir de vous donner plus d'1 heure de contenu en espérant que cette vidéo ne soit pas bloquée par le diffuseur, mais on a un club tellement extraordinaire, on vit des choses tellement extraordinaires avec l'OM, on a l'OM dans le sang, que ce soit Greg, que ce soit Naïm ou que ce soit moi pour la Minute OM. Donc, c'est un condensé de plaisir. Et j'espère que vous avez kiffé. Dites-nous en commentaire, les gars, si dans le top 3, vous aurez fait d'autres choses. Si vous avez des actions qui vous ont marqué, peut-être plus que celles qu'on a eues nous, parce qu'on n'a pas le même âge, peut-être pour certains. Enfin, c'est dur de faire un top 3. Ça dépend de l'âge, ça dépend de ce que tu as vécu, tu vois. Mais finalement. Pour nos anciens, j'ai sûr qu'ils nous diront ouais, Manu Son, il faisait des dribbles de folie. J'entends souvent parler de l'Arbi Ben Barek aussi. Voilà. Et chaque époque, elle a ses génies. Et puis, bah, nous, malheureusement. Nous, on est nés dans la bonne époque quand même. Mais pour l'OM, on est nés, voilà. Et on était soupçon trop jeune, à mon avis, mais c'est pas grave. Mais voilà. Greg, tu sais que pour conclure, j'ai vu mon père. Donc, mon père, les gars, juste, on rentre un peu dans l'intimité. Mais mon père, immigré tunisien qui arrive à 17 ans en France, qui ne sait pas parler français, donc il travaille dans le bâtiment, etc., et piqué par l'OM parce que naturellement, il aimait le foot en Tunisie et on lui a dit, de toute façon, tu viens à Marseille, c'est l'OM, quoi. Il n'y a pas le choix. Donc, mon père, complètement dingue, avec mes oncles, etc., abonné au Stade Vélodrome, déplacement en quart de finale contre le Milan. Donc, il est au stade Giuseppe Meazza à Milan. Et à la fin du match, il y a le quart des Milanais qui part. Et donc, tous les supporters de l'OM narguent
le quart des joueurs du Milan, et tu as Ruud Gullit qui baisse son short et qui met ses fesses contre la vitre. Et mon père, il rentre chez nous, nous on est petits, tu vois, on a 4 ou 5 ans, il dit, j'ai vu le cul de Gullit. Et je revois mon père, 91, rentrer de Bari, parce qu'il a fait la finale à Bari. Il était dans la nuit, il est rentré peut-être à 6h, 7h du matin, et en fait, j'ai vu mon père pleurer. Et tu sais, tu as 6 ans ou 7 ans, ton père il pleure, c'est qu'il y a eu un mort, tu vois. Et en fait, ça a été sa plus grande émotion de sa vie que l'OM se fait éliminer par l'Étoile Rouge de Belgrade en finale d'une Ligue des Champions. Tu vois, c'est pour comprendre pourquoi nous, on est autant piqués par l'OM. C'est que quand tu vois ton père rentrer en pleurant, ça veut dire qu'en fait, il venait de perdre un membre de sa famille sur une finale. Donc, mais ces sensations, on les connaît tous. Combien de fois tu étais énervé après un match? Si c'était que après le match, le lendemain, quand tu arrives au boulot, que tu as une con qui te dit « Ah ouais, hier soir, ferme ta gueule !» Tu n'as pas envie de leur parler, tu vois. Tu n'as pas envie de leur parler à ces gens-là, tu vois. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Moi, je me rappelle, il en parlait Naïm de Sochaux, on va pas Sochaux. Mais il faut opérer des croisés. Un mois après la finale, j'étais monté en béquille au Stade de France. Béquille au Stade de France pour la finale contre Sochaux. L'année d'avant, on a perdu contre Paris, on perd là. Je me suis assis, j'ai pleuré. La douleur du genou, les croisés, l'opération, tout. Mais c'est ça. Et après, derrière, j'ai pris 2 jours de congé pour pas aller au travail, tu vois. Pour pas supporter les gens, l'OM, pas l'OM, c'est bon. Mais c'est ça, en fait. Et la réalité, elle est là. Et quand Hérault, il dit, les Marseillais ne peuvent pas travailler au club parce qu'ils sont trop affectés, il a raison. On voulait pas l'admettre, mais il avait raison. Il a raison. Il posait un RTT, frérot, après une défaite. C'est ça. Personne ne travaillait le lendemain de défaite. Mais il a raison, le mec. Tu as envie de parler à personne, tu es agressif. C'est bon. En tout cas, merci Naïm pour toutes ces images et cette encyclopédie. Merci Greg. Frérot, c'est toujours un plaisir quand on fait des choses tous ensemble. On se connaît tous depuis très très longtemps, sachez-le, pour ceux qui nous découvrent sur la minute. Et encore merci pour tous vos commentaires, les gars. On se retrouve très très bientôt. Et on n'hésitera pas à vous faire des hors-formats comme ça. On travaille sur d'autres hors-formats avec Naïm. Et on se dit à bientôt. Aussi, les gars. Tu as raison, tu as un commentaire. Ouais, mais ils sont fous, gros, sur les commentaires. Des fois, ils nous demandent de. Ils en veulent on a d'autres top 10 qui nous viennent en tête très, très précis avec Naïm. Mais moi, j'aime bien cette notion de classement parce que tu as tellement d'histoires que tu peux t'amuser à faire des classements sur beaucoup de choses. En tout cas, merci à tous. Merci Greg, merci Naïm. On se retrouve très, très bientôt parce que dans quelques jours, bientôt, un peu plus d'une semaine, l'Olympique de Marseille va revenir face à l'OGC Nice et on va peut-être vous sortir 2-3 choses avant ça. À très bientôt, les amis. Encore merci à tous et j'espère que vous allez jusqu'au bout de cette vidéo. Bonne soirée à tous.